Les baladeurs, récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Les 3 grandes faces nord des Alpes ont le pouvoir de faire entrer les alpinistes dans la légende. Gravis pour la première fois dans les années 1930, après de nombreuses tentatives et parfois des drames, leur histoire croise celle des noms comme Gaston Rébuffat ou Walter Bonatti. Depuis, les faces nord des Grandes Jorasses, du Cervin et de l'Eiger sont restées la pierre de touche de l'alpinisme de difficulté. En 1992, la grimpeuse et alpiniste Catherine Destivelle décide de s'attaquer à ce mythique triptyque sur 3 hivers, en commençant par l'Eiger, un sommet suisse de 3967 mètres d'altitude, dont le nom signifierait probablement le Grand Épieu. En cause, sa face nord totalement verticale ou déversante, considérée comme la plus impressionnante et difficile des Alpes. Cette prouesse a fait de Catherine Destivelle l'une des plus grandes alpinistes de tous les temps, et qui lui a valu, en 2020, d'être récompensée d'un piolet d'or carrière. Mon premier souvenir de l'Eiger, c'était quand j'étais enfant. J'avais vu des photos de l'Eiger et j'avais entendu parler de ces grands alpinistes qui avaient des accidents en fait, essentiellement à l'Eiger. Et surtout une phrase qui disait, je ne sais pas d'où ça sortait, qui est l'alpiniste l'a dit, mais quand on fait l'Eiger, on est un vrai alpiniste. Voilà, donc c'était un peu ça. Et donc le souvenir que j'en avais, c'est quand j'avais 14-15 ans et je m'étais dit, un jour je ferai ça, je voudrais devenir une vraie alpiniste. Le Eiger est connu pour être assez meurtrier et c'est une face dangereuse. Surtout parce que c'est une formation rocheuse un peu particulière. En bas, ça ressemble à du gneiss. Au milieu, il y a du calcaire. Et en haut, c'est encore une autre roche. Et du coup, il y a des morceaux qui partent, enfin des bouts de cailloux qui partent. Et c'est un vrai piège quand les conditions se réchauffent. Il y a des pierres qui tombent. Et qui tombent évidemment sur les alpinistes. Donc il y a eu pas mal de drames à cause de ça. Et du coup, cette photo de l'Eiger où on voit cet homme pendu à sa corde. Après, j'ai lu effectivement l'histoire. En fait, le gars, il essayait de descendre et il est mort d'épuisement. Sa corde n'était pas assez longue pour rejoindre le tunnel de sortie, parce que dans l'Eiger, il y a un tunnel qui a été creusé pour qu'un petit train puisse monter. Et il y a des fenêtres qui permettent l'accès dans la face, et aussi pour les secours d'ailleurs. Et du coup, cet alpiniste est mort à 10 mètres des sauveteurs qui étaient venus à sa rencontre par le tunnel. Et voilà, donc la photo a été prise comme ça, et ce pauvre gars, il est mort, il avait les mains gelées, et il pouvait pas desserrer le nœud qui l'empêchait de descendre. Enfin bon, c'était sordide. Je voulais que ce soit une première. J'avais besoin que ce soit une première pour pas qu'il soit dit que ce soit une première féminine. Peut-être que j'ai un orgueil mal placé, mais je trouvais ça pas juste par rapport à d'autres alpinistes. C'est-à-dire que je voulais que je sois reconnue comme une alpiniste, point, pas comme une femme alpiniste. Quand on est une femme en montagne, on est, je trouve, avantagée par le fait que, tout de suite, on fait des photos, c'est photogénique. J'étais assez photogénique aussi. Et du coup, ça passe bien. Et puis, c'est nouveau. C'est-à-dire que les femmes, pendant très longtemps, ne sont pas beaucoup illustrées, ou très peu illustrées dans la montagne. Et du coup, c'est très facile de s'illustrer en faisant des choses banales, en fait. Parce que les premières, il y avait que ça à faire. Et il y en a encore plein, enfin. Et du coup, je voulais pas usurper une place. Je voulais avoir ma place dans le monde de l'alpinisme et parmi les alpinistes, parce que j'avais de la chance de pouvoir en vivre, et du coup je voulais que ce soit juste, qu'il n'y ait pas de catégorie homme-femme, quoi. Tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit les premières, et j'avoue que les alpinistes aujourd'hui me le rendent bien. C'est-à-dire que quand je les rencontre, ils sont, je sens qu'il n'y a pas d'arrière-pensée,
je suis respectée comme alpiniste. Donc ça a été pour moi compliqué. Déjà, je me suis dit, il faut que je trouve la façon de faire. Trouver la façon de faire pour que ce soit une première. Il a fallu que je lise tous les articles, tout ce qui s'était fait dans cette face avant moi. Et très vite, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient faite en solo, une dizaine probablement, mais aucune de ces personnes ne l'avait faite à vue. C'est-à-dire sans reconnaissance préalable. Et en plus, ils y avaient mis plusieurs jours. Pas tous, hein, mais certains avaient mis pas mal de jours. Donc je me suis dit, moi, j'aimerais bien la faire cette face à vue, c'est-à-dire sans reconnaissance, et essayer, si possible, de le faire dans la journée. Je mise sur le fait que je suis quelqu'un qui grimpe vite. Donc voilà. Donc ça, c'était mon idée. Ensuite, évidemment, je veux pas prendre de risques. Donc, quelle est la solution pour pas prendre de risques? Et c'est là que je me suis dit, le risque, c'est quoi? Dans l'Eiger, c'est les chutes de pierre. Ce sont les chutes de pierre. Les chutes de pierre, pour les éliminer, il faut que je fasse ça, du coup, en hiver. Quand tout est gelé, il y a rien qui tombe. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi l'hiver. Je préférais faire quelque chose de plus difficile que de plus dangereux. Voilà. En gros, c'était ça. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, faut que je m'entraîne, c'est tout. Et c'est parti comme ça. Quand j'étais jeune, j'entendais parler de certaines ascensions en solo, et je savais que j'avais ce niveau. J'étais capable, parce que j'étais assez forte quand j'étais jeune, aussi forte que aussi forte, je pense. Il n'y a pas de compétition non plus, mais au bout d'un moment, on arrive à évaluer sa force. Et j'avais déjà fait pas mal de grandes ascensions dans les Alpes, dans des temps records, et puis en m'assurant très peu. Je suis quelqu'un qui est capable de grimper sans trop mettre de points d'assurance. Et du coup, je me suis dit, bon, l'Eiger, je devrais être capable de faire pareil. Et c'est ça qui m'a inspirée. Alors aussi, je réfléchissais aussi en tant qu'alpiniste professionnel. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je vivais de ma passion. Je me suis dit, waouh, si j'arrive à faire ça, c'est top, quoi. C'est pas les sponsors qui poussent. C'est juste, on est stimulé. On est stimulé parce qu'on vit de ça et que on a les moyens d'eux. C'est-à-dire que moi, j'avais toute l'année pour m'entraîner, j'étais rémunérée pour ça, et ce qui m'a permis pendant 1 an, de me préparer qu'à cette ascension-là. Consciemment ou non, j'ai vraisemblablement besoin de prouver quelque chose. À moi-même, sans doute, en tant qu'alpiniste, en tant que femme, ou qui sait, vis-à-vis de mes parents. L'action m'est très certainement indispensable pour trouver un équilibre, et je suis stimulée par l'enthousiasme de progresser sans cesse et de franchir de nouvelles limites. Quelles que soient les motivations, la montagne me permet de m'épanouir. Elle remplit ma vie sans tourner à l'obsession, et je dois aussi cet équilibre à l'aide précieuse de mon entourage, de mes amis, de ma famille. J'ai eu la chance d'avoir quelques dons pour en tirer le meilleur, de bénéficier d'un environnement et de circonstances m'aidant à aller au bout de mes rêves. À moi maintenant de restituer autour de moi ce que j'ai reçu. Alors la face nord de l'Eiger, c'est une face qui est en dénivelé la plus haute des Alpes. Elle fait presque 1800 mètres de dénivelé. Et elle est assez complexe parce que j'ai fait la voie qui a été ouverte en 1938 et qui était une voie qui utilisait les passages logiques, donc qui utilisait les faiblesses de la paroi. Donc cette voie, elle n'est pas tout droite, ça louvoie un petit peu, elle fait une forme de presque de Z. Et donc il est très facile de se perdre. Il y a aussi, c'est une face avec plusieurs genres d'ascension. Il y a du rocher et de la glace et de la neige, donc un peu mélangé, surtout en hiver où on pouvait s'attendre à avoir vraiment de la glace dans une cheminée, ou avoir de la neige qui n'est pas très solide. Enfin, ça comportait plusieurs points techniques qui étaient pour moi intéressants, mais voilà. Donc
Et c'est une voie qui est assez impressionnante. Enfin, je m'en suis rendu compte dedans. C'est-à-dire que cette paroi, elle est comme concave. C'est-à-dire qu'on grimpe dedans et on a l'impression que tout ce qui va au-dessus est complètement surplombant. Alors qu'en fait, quand on est dedans, on n'est jamais à l'envers, quoi. Ça se passe, c'est pas un chemin, mais c'est pas si redressé que ça, quoi. Alors pour me préparer à la glace, j'ai demandé à Jeff Lowe, à l'époque, qui était un des tout bons en glace, de m'initier. Alors Jeff Lowe, c'est un alpiniste, américain qui est décédé malheureusement il y a 2 ans d'une, maladie de Charcot. Mais je l'ai rencontré, à la première compétition organisée aux États-Unis. Et donc lui, avant de faire d'organiser ces compétitions, c'était un grand alpiniste qui avait ouvert des parois dans tous les sens. Il a été reconnu surtout pour avoir fait la face nord ouvert une voie en solitaire dans la face nord de l'Amas de Blanc, au Népal. Il m'a proposé de partir autour de Trango, au Pakistan, gravir une montagne qui faisait 6200 mètres d'altitude, et en me disant, comme ça, on partage les tâches. Toi, tu as déjà fait de l'alpinisme, je sais que tu sauras bien gérer le rocher, et moi, je gérerai la glace. Donc, en fait, on s'est partagé la tâche pendant la paroi, et voilà, on a réussi. On s'est rencontrés là, du coup. Lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé psychologiquement, c'est-à-dire que je pouvais pas en parler à quelqu'un d'autre. Il y a que lui qui pouvait comprendre ce qui m'animait. Donc il m'a donné confiance en moi et il n'a jamais dit ton projet est fou. C'est vas-y. Donc j'ai commencé avec lui à faire des cascades, des parois en mixte, voilà, et j'ai essayé d'en faire le plus possible pour me sentir bien à l'aise dedans. Pour être honnête, ma préparation était un peu courte parce que ça demande pas mal de l'expérience, ça s'acquiert avec le temps. On peut pas avoir l'expérience en 2 mois ou 3 mois, c'est pas possible, quoi. Parce que il faut s'habituer. Moi, mon problème, c'est que j'étais vraiment une grimpeuse de rochers depuis toujours, et que d'avoir des crampons, des pointes en métal au bout des pieds, et puis des piolets que je tenais, je tenais plus le rocher, je tenais juste un pic. Et du coup, avoir cet appendice au bout des mains, ça me faisait bizarre, et j'avais peur que la lame pète, quoi. Enfin, ou que le manche pète. Bon, et c'est un ressenti, hein, mais du coup, on est timoré quand on part avec cet a priori en disant, bon, et si j'ai une dent, la dent du crampon qui casse, ou ma pointe de piolet qui casse, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai très vite découvert que ça cassait pas, mais qui sait si ça casse pas? Quand on débute comme ça, on se dit waouh. Alors que jusqu'à présent, j'avais juste l'habitude de toucher moi-même avec mes mains le rocher, et avec les pieds, j'avais juste de la gomme au bout des pieds, quoi, c'est tout. Donc pour moi, c'était un énorme changement et une façon d'appréhender différemment les choses. Et puis là, ailleurs, au moment de le faire, comme je le fais en hiver, je suis obligée de grimper avec des crampons tout le temps. Donc il a fallu que je m'habitue un petit peu, quoi. Et aux mains, les mains, pour être honnête, toute l'ascension pratiquement, j'ai grimpé avec le piolet à la hanche, accroché au baudrier, et puis j'utilisais beaucoup mes mains. J'avais hâte de revoir cette face nord de l'Eiger, qui pendant 1 an avait accaparé mes pensées. Dans quelles conditions se trouvait-elle? J'eus un pincement au cœur. L'ayant minutieusement observée sur des photos, je pensais qu'elle me paraîtrait familière. Mais sombre et si imposante devant moi, elle m'impressionnait. Passé quelques instants, ce premier sentiment se dissipa tout de même peu à peu. En regardant de façon plus objective, j'arrivais tout de même à distinguer l'itinéraire que j'avais choisi, la voie Khmer qui me sembla plus humaine. L'attente me parut plutôt longue, j'avais hâte d'y aller. Pour patienter, je passais les 4 premiers jours à fignoler mon équipement et à observer la face à la longue vue. À force, je connaissais comme ma poche l'itinéraire à suivre. Pour avoir une idée de l'endroit où je me trouvais lors de mon ascension, je décidai de suivre l'exemple de Jeff lors de l'ouverture de sa voie. J'allais emmener une photo de l'Eiger.
Alors après 1 an d'entraînement, j'ai décidé que j'étais prête et donc dès le mois de février, je suis partie au pied de l'Eiger, et j'ai attendu le beau temps. Et Jeff est venu exprès des États-Unis me donner les derniers conseils. Au début, il faisait pas très beau et puis les conditions étaient pas exceptionnelles, donc je suis revenue à Chamonix en me disant: «Bon, ça ira mieux» et puis après voilà, je suis repartie et donc tout était réuni, j'étais en forme et puis, pendant 2 jours, j'ai observé la face avec la longue vue à partir de l'hôtel qui est au pied, Kleine Scheidegg Hotel. Tous les alpinistes qui ont tenté cette face sont arrêtés là, pratiquement tous. Et la dame qui m'a reçue était pas très agréable. La pauvre, en fait, elle a vu tellement de gens se tuer dans cette paroi qu'elle ne voulait plus accueillir d'alpinistes et donc elle était un peu fraîche, l'accueil un peu frais et bon, très vite ça voilà, elle m'a quand même accueilli mais c'était un peu bon, pas le choix, quoi. Mais en même temps, je peux la comprendre. Cet hôtel est exactement au pied de la paroi et donc tous les reportages, l'Eiger a été très médiatisé grâce à cet emplacement d'hôtel. Il y a une longue vue qui est installée là et tous les touristes et tous les journalistes peuvent suivre les ascensions de tout à chacun. Tous ceux qui se vont dans cette face sont observés mètre par mètre par la longue vue, quoi. Et donc voilà, cette face a fait couler beaucoup d'encre et c'est peut-être aussi pour cette raison que les alpinistes ça fait partie de notre histoire et de l'histoire de l'alpinisme et on a tous envie d'aller voir ce que c'est. Et de là, on a pu, voilà, il m'a donné plein de conseils. Ouais, il faudrait que tu passes là, tu vois, il y a une bande blanche, il faudrait que tu passes là à droite avec tes piolets et tes crampons, ça ira beaucoup plus vite que passer par le rocher. Moi-même, j'ai dit, mais attends, moi je suis plus à l'aise sur le rocher, je ne vais pas passer par la glace. Avec le recul aujourd'hui, je me dis, bah, c'était beaucoup plus facile de passer dans la glace, mais moi j'avais encore peur de la glace. Et voilà, donc. Et puis un jour, la météo annonce beau temps, je pars, il est 5h du matin, il neigeote. Et Jeff me dit, écoute, vas-y quand même, je pense que ça va s'arrêter. Et donc voilà, il me dit, par contre, prends le Toki et puis on s'appelle, je te dirai ce qui se passe, si la météo a changé ou pas. Et donc je suis partie avec, j'avais de quoi faire un rappel si jamais ça allait pas pour redescendre. J'avais le minimum de matériel pour redescendre aussi. Et je suis partie donc ce matin-là et puis j'ai grimpé tout doucement. J'étais un peu anxieuse de savoir comment j'allais me comporter. Je connaissais pas la paroi du tout, j'avais jamais mis les pieds. Donc c'est une paroi qui faisait peur quand même à tout le monde et qui fait peur encore à tout le monde. Et du coup, c'est normal que j'ai dormi un peu fébrilement la nuit précédente en me disant bon, ça y est, le jour J arrive et je suis prête, mais en même temps, who knows? Est-ce que je vais pas tomber dans une impasse? Est-ce que j'ai pas voilà, est-ce que je vais bien m'en sortir? Est-ce que je vais être en forme? Voilà, on se pose 1000 questions alors que après, c'est bien d'avoir le trac, hein. Ça permet de sortir un peu de ses gonds et puis d'être meilleur que qu'on le serait si on n'avait pas le trac. Et en fait, cette paroi, elle a tellement d'histoire chaque lieu a un nom. C'est-à-dire qu'au début, il y a la traversée Unterstoisser, enfin d'abord les dalles de début, mais après la traversée Unterstoisser, le premier névé, deuxième névé, le bivouac de la mort, la rampe, après la traversée des dieux, après la première cheminée, la deuxième cheminée, puis enfin le sommet. Là, sur ce névé, mettant bêtement un pied devant l'autre, en m'efforçant d'économiser mes forces, j'avais le temps de penser à autre chose, et notamment de constater que cette montée me fatiguait. Cela n'en finirait-il donc jamais? J'avais hâte d'aborder les vraies difficultés techniques. En moi-même, je me disais que j'aurais dû prendre le temps de m'arrêter pour boire, mais je n'avais pas très envie de le faire au milieu de cette pente de neige. Je boirais au bivouac de la mort. Une autre pensée me tracassait, le temps. Il neigeait toujours, et l'idée de devoir peut-être redescendre ne m'encourageait pas à poursuivre. Cette perspective me coupait plutôt les jambes. M'arrêtant tous les 20 pas pour souffler, je parvins enfin à ce fameux bivouac de la mort.
Là, mon premier geste fut de regarder ma montre. Il était déjà 1h de l'après-midi. N'ayant rien bu ni mangé depuis mon départ, je ne m'étonnais pas vraiment de ce petit passage à vide ressenti juste en dessous, et me restaurer devint la priorité. Là, tout en mangeant mes pâtes de fruits, je ne pus m'empêcher de penser aux 2 alpinistes allemands, morts d'épuisement à cet endroit précis, en 1935. Quand j'arrive au bivouac de la mort, il est midi, et là, j'ai quand même une pensée pour ces gens qui sont morts là. Et c'est des gens qui sont morts avant 1938, on l'appelle le bivouac de la mort parce qu'ils étaient montés là, ils avaient disparu. Et on les a retrouvés, c'est un avion en passant devant qui a vu les corps de ces gars dans une petite niche où la glace avait fondu. Et les corps étaient réapparus. Donc c'est émouvant parce qu'on se dit, waouh, à l'époque, ils étaient pas bien équipés, ils n'avaient pas de prévisions météorologiques fiables, etc. Les cordes étaient en chanvre. Le chanvre, une fois que c'est mouillé, c'est pas bon, enfin, ça casse vite. Donc tout ça, ça fait que on ne peut qu'être ému quand on pense à ces premiers alpinistes qui ont gravi cette face. D'ailleurs, cette face-là a été la dernière face gravie, le dernier des grands problèmes à être gravi dans les Alpes. Lorsque des alpinistes se tuent en montagne, les gens disent toujours « il est mort là où il aimerait être, c'est être bien pour lui ». Moi, j'aime bien être en montagne, mais pas trop longtemps. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est le retour à la maison. Au bivouac de la mort, là, je regarde ma montre et puis j'appelle. J'appelle Jeff, je dis « Ah bon, alors la météo, c'est quoi ?» Il me dit « Bah écoute, continue, il fait beau, je vois le ciel bleu. » Là où j'étais, je pouvais pas le voir. Et comme j'étais toute seule et en solo, je pouvais pas dire combien de longueurs ça fait. Nous, en général, quand on parle d'un passage, on dit ça fait 3, 4 longueurs, 5 longueurs. 5 longueurs, c'est la longueur de la corde entre 2 alpinistes. Et parce que le premier gravit les 50 mètres, par exemple, c'est une corde de 50, il s'arrête au bout de 50 mètres, il fait son relais, il fait venir le second. Et puis, voilà, on répète ça tout le long de la paroi. Donc, quand on dit la rampe, ça fait 5 longueurs, admettons, ça fait à peu près 250 mètres, quoi, enfin 200 mètres. Mais moi, toute seule, je serais incapable de dire combien de longueur ça fait parce que je l'ai pas vu comme ça. Moi, j'ai eu l'impression que ça déroulait doucement. J'ai pas couru, hein. Je voulais vraiment assurer chaque pas. Je assurer dans ma tête, hein. C'est-à-dire que j'utilisais pas de corde, mais justement, il fallait que je fasse attention de pas riper, pas être sûr d'assurer chaque main, et voilà. J'arrive en haut de la rampe, il y a un passage un peu délicat où le rocher était vraiment pourri. J'ai l'impression chaque fois que je mets un pied, de redescendre, que mon pied il pouvait partir et du coup partir moi aussi, comme un bouchon. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de grimper, dans du terrain pas très bon, donc j'ai géré. Mais c'est vrai que là on se dit, oh là, faut pas que je m'en mette une là. Et voilà. Puis après, il y avait un petit ressaut, puis après on arrive sur la traversée des lieux. Et voilà, du coup j'ai continué. Je fais la traversée des dieux où la neige est un peu fraîche, trop fraîche, et du coup c'est compliqué parce que je vois pas bien le relief. Et puis d'autant en plus que comme je veux pas porter mes cordes, je tire mes cordes derrière moi. Mais je me dis, bon, si au bout de la corde, si la corde tombe au fur et à mesure, elle va me déstabiliser. Donc j'avais passé ma corde dans un anneau de sang que j'ai trouvé là, pour éviter que ça tombe. Après, je fais ma traversée, je défais mon nœud, je rattrape mes cordes. Enfin, ça a été tout un souk pour pas Je voulais pas porter ces cordes, c'était trop délicat comme traversée, trop lourd. Et puis enfin, j'arrive à l'araignée, parce que c'est une espèce de névé en glace et neige. Ça s'est passé, jusqu'à présent, ça a à peu près passé comme j'avais imaginé. Là, je remonte doucement le névé, et puis à un moment donné, je vois un tissu qui dépasse de la glace. Je dis, oh putain, c'est sordide. Parce que
voilà, avec tous ces accidents qu'il y a eu, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose en dessous, il y a peut-être un... Je sais pas, moi, une fois, j'ai trouvé un squelette sur un glacier, c'est un peu... Voilà, ça fait drôle, quoi. Donc, bon, cette sombre vision, je la dépasse, et puis j'arrive enfin à la première fissure de sortie, où là, je suis un peu surprise parce que il y a un bouchon de neige, et puis la neige, elle est pas bonne. C'est pas de la glace. Je pensais vous trouver de la glace. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe tout droit, à gauche, à droite? Finalement, je réfléchis. Parce que je n'ai pas envie de mettre un piton. Je me dis, oh là là, non, si je mets un piton, pour m'assurer. Je ne m'étais pas encore rassurée, jamais, toute l'ascension, jusqu'à présent. Et donc, si je mets un piton, je vais perdre ça, va me prendre du temps, je vais galérer. Allez, je ne mets pas de piton, je fais le mouvement. Puis dans ma tête, je me dis, mais non, je ne peux pas faire le mouvement, c'est trop délicat. J'avais les pieds j'ai les pieds sur une dalle en rocher, mais avec les crampons, c'est pas très adhérent. Et puis mes mains sont sur des trucs un peu fuyants. Donc je me dis, non, c'est pas raisonnable, je peux pas parier sur un mouvement, il faut que je m'assure. Donc je finis par mettre mon piton, je mets mon piton, je m'assure pour 1 mètre, et puis j'enchaîne. Sauf que là, j'ai perdu du temps, et puis en hiver, la nuit tombe vite. Donc quand je suis arrivée à la deuxième fissure de sortie, je me suis posé cette question, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête là ou je continue? Je me suis dit, si je m'arrête là, il fait froid, il fait -15, je suis partie depuis ce matin, voilà, j'ai pas beaucoup bu, je suis sûre que demain matin, si je m'arrête là, j'aurai les pieds et les mains gelés. Donc il faut absolument pas que je m'arrête, il faut que je continue. Et au-dessus de moi, je voyais pas bien, mais j'ai une espèce de dièdre en rocher qui était un peu de la savonnette, mais je me suis dit, bon allez, j'y vais tranquille, et quitte à bouger toute la nuit, j'y arriverai. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis dit, bon, allez, je pars. Alors là, je me souviens parfaitement. Un pied, une main, je montais chaque élément de mon corps doucement et sûrement pour éviter de glisser. Et puis, voilà, à force de monter, je suis montée. Avec la frontale allumée, parce qu'en fait, il faisait nuit. Et donc, on ne voit pas à plus d'1 mètre. À un moment donné, j'ai froid aux mains, et du coup, je me secoue les mains, je les sors des gants, et là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai perdu un gant. Et tout de suite, j'ai pensé à ma mère, effectivement, en me disant: «Waouh, j'exagère, je suis pas très sympa, elle doit flipper, je sais pas, enfin, elle doit avoir peur de ce qui pourrait arriver à sa fille, quoi». Et du coup, je suis un peu toute chose. Je me dis quand même, c'est pas sympa ce que je leur fais là. Mais en même temps, je me dis, de toute façon, ça va, je les appellerai dès que j'arriverai en haut, et puis ça sera fini, quoi. Enfin, je les appellerai. Bon, à l'époque, il n'y a pas de téléphone, hein. Donc j'avais pensé, j'appellerai avec le talkie, j'appellerai Jeff, et puis Jeff, il pourra appeler mes parents pour leur dire que tout va bien, quoi. Mais voilà, c'était ça, et en me disant, je suis une sale gosse, quoi, un peu. Et voilà, mais pas plus que ça. Après, je voulais surtout qu'il ne m'arrive rien, c'est-à-dire que je voulais pas me geler un doigt, pas geler rien. Voilà, sortir indemne, et c'est pour ça que j'ai pris mon temps. Je me suis dit, bon, allez, j'arriverai quand j'arriverai, mais faut pas que je laisse un bout de doigt. C'est pour ça que je m'arrêtais toutes les 5 minutes, réchauffer les mains, parce que j'avais une paire de gants de rechange, je l'ai mise d'ailleurs, mais voilà, je commençais à avoir froid parce que ça faisait plus de 10 heures, 12 heures que je grimpais. Il faisait -15, je buvais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup mangé, donc on est plus vulnérable au froid. Et donc ça demande plus d'attention, de faire attention à tout ça. Quand on est dans l'urgence, ou quand on est parfois dans des situations d'échapper à quelque chose, on fait un peu n'importe quoi. Et là, moi, je voulais pas ça. Je me suis dit, il n'y a pas d'urgence, je suis bien, il n'y a pas de raison, j'irai à mon rythme et je me réchauffe les doigts. Progressivement, je suis arrivée au sommet d'une pente, et je me suis retrouvée à 4 pattes sur le sommet, parce qu'en fait, comme je vois pas à plus d'1 mètre, je voyais même pas le sommet. Et ça m'a fait drôle, je me suis retrouvée sur l'arête sommitale à 4 pattes,
Puis là, je me suis redressée comme un animal qui se redresse. On dit, ah, bah, ça y est, j'y suis. Je me suis sentie bête d'arriver à 4 pattes au sommet parce que ça fait drôle, quoi. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, allez, maintenant, je descends. Faut pas que je m'arrête là. Je fais l'arête et puis je redescends tout de suite. Et puis, je marche sur cette arête de neige qui était assez effilée. Et puis, enfin, j'arrive à un endroit plus vaste. Et là, je découvre un duvet et allongé. Et du coup, je me dis, tiens, j'en rêvais. Est-ce que Jeff serait pas monté pour m'accueillir ? Et là-dessus, je l'appelle et il dormait, en fait. Voilà, donc je le réveille. Et puis là, c'était sympa. Du coup, je m'arrête aussi. On fait une soupe, on mange et puis voilà. Puis on raconte l'histoire. En fait, lui, il s'attendait à ce que je m'arrête en cours de route et il était prêt à venir m'aider à sortir parce qu'en fait, il s'était dit, pareil que moi d'ailleurs, il s'était dit, si elle dort en dessous, elle aura les pieds et mains gelés demain matin, c'est sûr. Ce qui était vrai. Puis, vers minuit, nous nous allongeâmes. J'étais comme sur un nuage. J'avais réussi et j'estimais l'avoir fait de belle façon et sans frayeur. Les souvenirs de plaisir l'emportaient sur les quelques moments difficiles. Dans cet état de contentement, bien au chaud dans mon duvet, mes pensées allèrent alors au lendemain. En gravissant la face, le sentiment de l'avoir déjà fait auparavant ne m'avait pas quitté. De fait, je m'étais préparée mentalement à toutes sortes de difficultés et à affronter le pire. Tout ce que j'avais rencontré, je m'y attendais, ou plutôt, j'étais disposée à y faire face, et il me semble que rien n'aurait pu franchement me déstabiliser. Je m'étais donc sentie bien durant toute la montée. Bon, le lendemain matin, on est redescendu par la voie de descente, enfin la voie une voie facile, hein, en fait. On a mis 2 heures pour descendre, c'était rapide. Hein. C'est une pente de neige et puis on est enfin arrivé en bas à l'hôtel où là, moi je rêvais que d'un truc, c'est de manger de profiterole au chocolat. Et c'est marrant, j'y pensais toute l'ascension, je pensais au profiterole au chocolat que j'allais me taper à la descente. Mais une fois descendu, mais bon, c'est stupide, mais c'était comme ça. Et voilà. Puis après, ce qui m'a un peu compliqué la vie, c'est j'étais une alpiniste professionnelle, il fallait que j'assume. Et donc là, et les médias, aller à Paris. Parce qu'une fois qu'on fait un truc comme ça, on est en forme. On se dit, maintenant, je pourrais faire ça. Puis en fait, une fois qu'on passe, on va à Paris pendant X temps pour faire les radios, les télés, etc. C'est un passage obligé, mais en même temps, parce que j'en vis, que je suis une professionnelle et qu'il faut que je communique, que je parle de ça, mais parce que les gens qui m'aident, ils le font pour quelque chose aussi, c'est de la com. Donc, faut que je la joue pro et je l'ai fait. Hein. Mais c'était un petit peu reculant en me disant, j'aurais tellement aimé rester là-bas et puis profiter de cette forme pour faire autre chose. Et puis, voilà, on passe une semaine, 10 jours là, et puis ensuite, la forme retombe. C'est comme les sportifs de haut niveau, dès qu'on arrête 10 jours, puis à Paris, on ne peut pas faire pareil qu'en montagne. Et faut recommencer tout à zéro. Et voilà. Donc, c'était... je joue le jeu de l'alpiniste professionnel, mais je suis pas... Au fond de moi, parfois, c'était un peu difficile. L'ascension a été plutôt, à ma grande surprise, assez bien accueillie. Les alpinistes m'ont regardé avec un autre regard. Et plein d'alpinistes sont venus me proposer de grimper avec eux. Pour moi, ça a été du coup une ascension importante parce que c'était un passage important. Les gens voyaient que je trichais pas, quoi. Les gens étaient respectueux. Ouais. L'escalade et l'alpinisme me rappellent mon enfance parce que quand on est en montagne, on pense plus, on pense qu'à ce qu'on fait. Et qu'est-ce que fait un enfant quand il est sur un rocher? Il va penser à ce qu'il grimpe, il pense à rien d'autre. Et du coup, c'est une sensation que je retrouve à chaque fois que je mets ma main sur le rocher, c'est-à-dire que on évacue tout le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un truc qui compte, c'est comment je vais
on analyse le mouvement, comment je vais faire. Si on peut pas avoir de pensée. Quand on marche, on peut penser à plein de choses. Quand on grimpe, non, c'est pas possible. C'est juste, on a l'esprit absorbé, comme quand on est. Moi, c'est une sensation que j'avais quand j'étais gamine, quand je grimpais sur un arbre. Du coup, c'est une enfance qui reste et qui se ravive à chaque fois que je suis sur un truc à grimper, comme une gamine. C'est marrant, hein, et je pense que tous les alpinistes, c'est ça. Hein. C'est un retour vers une enfance qui n'a pas envie de mourir. Les extraits de livres de cet épisode sont tirés d'Ascension, publiés aux éditions Artaud. Après les sommets, c'est d'ailleurs vers l'édition que s'est tournée Catherine Destivelle. Elle dirige aujourd'hui les éditions du Mont Blanc et publie de nombreux ouvrages pour partager sa passion de la montagne. Au milieu de récits d'expéditions ou d'ouvrages jeunesse, on trouve aussi de beaux livres, dont la biographie complète du célèbre aventurier, reporter et alpiniste Edward Whymper, sortie dernièrement. On vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. Les Baladeurs est une série audio du magazine Les Others. Cette 4e saison est écrite et réalisée par Clément Saccard et Thomas Fir. La musique est signée Nicolas Deferrand et Laurie Galligani s'est occupée du mixage. Dans 15 jours, ce sont sur les longues routes tibétaines que nous nous retrouverons pour ce qui sera déjà